Bonjour, Bonjour Pascal. Géraldine, vous avez entendu la voix tout à l'heure de notre ami Olivier Guénec qui était là. Je ne le vois plus d'ailleurs, Non, Olivier. il est parti faire de nouvelles crêpes. Il est parti faire de nouvelles crêpes et puis vous reconnaissez la voix, bien sûr, de toujours excellent Fabrice Lafitte qui réalise cette émission. On dirait pour l'ordre du chèque. Avec dextérité, bien évidemment. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h comme tous les jours et on est avec Amélie Rebière qui est vice-présidente de la coordination rurale. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On va évidemment revenir sur cette semaine, si vous êtes satisfaite des mesures qui ont été prises. Mais je vous regardais pendant le flash d'Émilie Dez, et lorsqu'Émilie a dit la FNSEA annonce que si des lois ne sont pas promulguées avant le mois de juin, la FNSEA reprendra le mouvement. Et j'ai vu comme une expression sur votre visage où vous dodeliniez. Oui, c'est un peu d'exaspération parce qu'on sait que maintenant, on le dit depuis des jours et des jours, la FNSEA est en cogestion avec le gouvernement depuis des décennies. Si on est arrivé à ce point-là, ils ne sont pas indifférents à notre malheur. Donc, ils ont bonne grâce, je trouve, de vouloir continuer le mouvement alors qu'ils sont les premiers à pouvoir négocier avec le gouvernement. On sait très bien que M. Rousseau a été reçu 2 fois à Matignon avant que nous, à la coordination rurale, nous soyons accueillis. Donc, c'est vrai que je trouve que ça fait vraiment mascarade et théâtre de guignol un peu. Alors, j'entends ce que vous dites et je rappelle effectivement, vous êtes la vice-présidente de la coordination rurale. On a vu Madame Le Floch qui est également émergée. On a vu également une jeune femme qui était en garde à vue et qui est sortie, qui s'appelait Karine Duc. Ce sont des figures, d'ailleurs ce sont des femmes qui prennent la parole. Mais le paradoxe de ce que vous dites, Monsieur Convert également, qui a pris la parole régulièrement, c'est que les informations que j'ai, c'est que ça s'est très bien passé avec Monsieur Attal et qu'il a beaucoup aimé la discussion précisément avec la coordination rurale. Et qu'au contraire, avec la FNSEA, ça a parfois été un peu plus compliqué parce qu'il a vu qu'il y avait un peu de politique, disons-le, à la FNSEA, alors que vous êtes cash et que les choses se sont plutôt bien passées, me dit-on. Vrai ou faux ? Alors, pour être cash, oui, on a des propositions concrètes, nous, à la coordination rurale. Donc, c'est sûr que M. Attal a compris ce qu'on pensait du gouvernement et de leur politique actuelle. Après, qui disent que ça s'est moins bien passé avec la FNSEA, depuis le début, moi je dis que c'est une crise économique, politique, mais aussi une crise syndicale. C'est-à-dire que la FNSEA est en train de se faire dépasser par sa base parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans leurs dirigeants. Et ils ont peur de ça, et c'est vrai que... Les FNSEA, c'est les gros, si j'ose dire. Oui, et les gros industriels, voilà. Et nous... c'est la même chose avec le MEDEF. Souvent, les chefs d'entreprise ne se reconnaissent pas forcément dans le MEDEF, et le procès qui est fait au MEDEF, c'est de défendre les grandes entreprises ou les grandes structures. J'entends ça régulièrement avec le MEDEF, et manifestement, vous défendez plutôt les petits exploitants, les petits agriculteurs, si j'ose dire, hein, bien sûr. Oui. On avait Nicolas qui était là hier, Nicolas éleveur de chèvres, qui avait passé... une nuit en garde à vue, 150 chèvres, il gagne 350 € par mois. C'est ce qu'il nous disait. Moi, je suis éleveuse de veau de lait sous la mer en Corrèze. Je gagne 500 € par mois. On est installé avec mon mari à 2 sur la ferme. On essaie de nourrir nos 3 enfants. On déclare 11 000 € par an de revenus. Donc, vous imaginez ? Et on fait, du veau de lait sous la mer. Donc, c'est une production tout à fait... Du veau de lait sous la mer. Sous la mer, oui. C'est-à-dire, moi je ne connais pas cette... Pardonnez-moi, je suis Alors, c'est le veau béotien. C'est le veau que vous retrouvez dans vos boucheries à Paris. C'est une production labellisée qui est ancestrale et qui est en concurrence directe avec le veau industriel actuellement. Mais pourquoi sous la mer ? Sous la mer, parce qu'on fait téter les veaux 2 fois par jour sous leur mer, en fait. Ils ne sont nourris qu'au lait. Oui, alors évidemment, M. Boubouk pensait que c'était dans l'océan. Non, sous la mer, leur mer, la vache. C'est ce qu'il me disait, c'est sous l'eau. M. Boubouk me dit pourquoi les veaux sont élevés dans l'océan. Mais non. Ah oui, je me posais la question. Mais sous la mer. Sous leur mer. Sous leur mer. Ah, bon, très bien, pardon, excusez-moi. J'ai une seconde, j'ai pensé à ça aussi. Mais oui, je me dis, mais c'est un animal aquatique. Je veux dire... Non, mais là, vous avez toute la profession agricole qui est en train de rigoler. Mais Amélie, ce sont des petits Parisiens. Ah, parce que vous saviez. Mais évidemment. Ah, vous, grand éleveur. Oui. Bon, non, mais moi, ça me passionne parce que les profils que j'ai découverts dans cette séquence me passionnent. Comment vous êtes devenue agricultrice ? Parce que vous-même êtes née dedans, si j'ose dire ? Non, je suis tombée amoureuse d'un agriculteur et ça a été le début de mes emmerdes. Oh, dites pas ça, parce que je suis sûr qu'en fait, vous aimez. Oui, j'adore mon métier. Bon. Moi, j'ai grandi en plein centre-ville de Tours, dans un milieu plutôt aisé, de militaires et d'enseignants.
Et bon, depuis toute petite, j'allais à la campagne, hein, comme les citadins qui vont en vacances à la campagne. Et puis, je suis tombée amoureuse de la Corrèze, je suis tombée amoureuse d'un agriculteur, et je me suis installée avec lui à la ferme. Et ça fait 23 ans qu'on est tous les deux sur la ferme et qu'on a 3 adorables enfants. Et je vous assure que c'est un métier difficile, mais on l'a dans les tripes, quoi. On a la terre chevillée au corps et on essaie de véhiculer ces valeurs à nos enfants. Et c'est pour ça que vous avez autant de monde dans la rue actuellement, parce que c'est un mode de vie plus qu'un métier. C'est-à-dire qu'on pourrait laisser tomber, on pourrait dire on va aller bosser ailleurs. De toute façon, il paraît qu'il y a qu'à traverser la rue pour trouver du boulot. Donc on n'aura pas de mal à trouver un boulot qui nous rémunérera mieux, avec moins d'heures au compteur. Mais on peut pas. On peut pas, parce que nous, on veut léguer notre héritage à nos enfants, on veut que ça perdure. On est fiers de ce qu'on fait. On est fiers de nourrir la population. On n'est pas là pour réclamer la semaine de 4 jours, pour réclamer des RTT. On est là pour réclamer le droit de vivre de notre métier. Quel âge ont vos enfants ? 14, 15 et 16 ans. Et 14, 15 et 16 ans, en plus, vous n'avez pas chômé, parce Non. que vous avez enchaîné. Donc, quand on sait la difficulté d'avoir un enfant, d'enchaîner avec 2 et enchaîner avec un 3e, et ils imaginent, par exemple, continuer l'aventure agricole ? Oui, mon deuxième est en lycée agricole, actuellement, en seconde. Et il veut continuer. Alors, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Il sait que le dimanche, il faut aider à véler les vaches, qu'à Noël, des fois, on passe un mauvais réveillon parce qu'on a invoqué mort et que c'est notre trésorerie qui va être impactée de toute façon. Il a vu pleurer ses parents plus d'une fois. Et je vous assure que je le dis avec de l'émotion, parce que c'est quelque chose qui nous touche, vraiment. Vraiment. Eh bien, merci d'être avec nous. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose, parce que des témoignages comme ceux-là, on en a écouté quelques-uns depuis une dizaine de jours. Et c'est vrai que c'est un monde magnifique de dignité, d'engagement, de solidarité, de passion et de belles personnes. Et c'est pas si fréquent dans le monde dans lequel nous sommes, et solidaires. Ça fait plusieurs fois que je dis ici, qui est solidaire dans le monde d'aujourd'hui, et les paysans le sont. Ils sont solidaires. Merci vraiment, Amélie, d'être avec nous. On va continuer la discussion, et puis peut-être a-t-on des questions à vous poser sur cet élevage que vous allez répéter, et qui est le veau. Sous la mer, sous la vache, la mère. La maman, quoi. La maman. Pour être tout à fait complet sur cette filière de veaux sous la mer, c'est issu des meilleures races bouchères et mixtes. La spécificité du veau fermier élevé sous la mer, M-E-R-E bien sûr, est liée à un mode d'élevage très traditionnel. Les veaux sont nourris au pis de leur mère 2 à 3 fois par jour à heure fixe. Le veau sous la mer est un véritable festival de sensations pour les papilles gustatives. C'est plutôt quelque chose de haut de gamme, disons-le, Amélie. Alors, on est avec Dorian qui souhaite peut-être intervenir. Dorian, vous êtes vous-même agriculteur ? Je suis chef d'exploitation, oui. Bon, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui s'est dit ? Est-ce que vous avez confiance en les apparents ? Non, la FNSEA, c'est une bande de lâches, de traite, c'est tout ce que c'est. C'est horrible. De toute façon, je l'ai vu. Vous savez, moi, je suis parti sur les blocages à partir de jeudi dernier. Et jeudi dernier, on était sur un rond-point à Étampes, là, dans le 91. Et la FNSEA était là, tout ça. Donc, ils annoncent blocage du péage de Saint-Arnoux-en-Yvelines. Donc, nous, contents, on y va. Et en même temps qu'ils avaient annoncé ça, ils disaient qu'on mangeait le soir sur le péage et on partait le lendemain, dans la nuit, on partait sur Paris. Donc nous, tout contents, on est asyndiqués. Nous, avec un groupe, on n'a pas de syndicat, rien du tout. On était tout contents. Nous voilà partis sur le péage le vendredi. On mange tout ça. Le soir, on dit, bon, allez hop, on monte à Paris. Ah bah, la FNSEA nous a arrêtés tout de suite. Non, vous montez pas à Paris, machin truc. Horrible, quoi. Et à partir de là, on a compris tout de suite que le mouvement était mort. Et c'était pipé d'avance. Vous êtes dans quel domaine, Dorian ? Céréales et betteraves. Bon, est-ce que c'est une petite, une moyenne, une grosse exploitation ? Moyenne. Donc vous en sortez mieux. Par exemple, Amélie disait tout à l'heure qu'elle a déclaré 11 000 € de revenus annuels. 11 000 € de revenus annuels. Est-ce que vous avez le sentiment de vous en sortir mieux ? Oui, on s'en sort quand même un peu mieux. Malgré que tout ce qu'on achète, c'est par crédit, donc on vit sur crédit, quoi. Nos tracteurs, tout ça, c'est que des prêts. Donc, Et pourquoi vous n'êtes pas content de ce qui a été annoncé ? Parce que nous, on n'a rien. Nous, les céréaliers, on n'a que dalle. On a le report déjà cher d'1 an, mais ça veut dire que l'année prochaine, on recommence. Bon, alors moi, franchement, je comprends rien. Alors pourquoi vous êtes arrêté à ce moment-là, Amélie Rebière ? Pourquoi tout le monde semblait satisfait ? Et je n'arrive pas à voir, par exemple, Christian Convert, que j'ai interrogé, ne me paraissait pas exactement sur votre ligne, alors qu'il est coordination rurale comme vous. Il m'a dit, lui, si ce qui est annoncé se traduit en actes,
c'est quand même un progrès. C'est quelque chose de positif. Alors, il y a ce point-là, il faut que ce soit traduit en actes, ce qu'ils nous ont annoncé. Oui. Mais d'un autre côté, on n'est pas satisfait du tout. Enfin, particulièrement le milieu de l'élevage. Alors, j'entends mon collègue aussi au niveau des céréales. Moi, je suis éleveuse, donc je parle plutôt de ce que je connais. Et c'est vrai que nous, on avait demandé principalement une année blanche, c'est-à-dire un report pour les prêts bancaires et une annulation totale de l'année de cotisation MSA, qui est une grosse charge MSA, pour les... ce sont les... C'est la sécurité sociale. La sécurité sociale. L'équivalent. Bon. Et ça, c'est combien vous cotisez combien, vous le savez 12 000 € par an pour être remboursé 9 centimes d'euros par paire de lunettes. Voilà. Vous me disiez quelque chose qui est terrible. Vous avez sur les vous avez 3 enfants, 2 garçons et une fille, si j'ai bien compris. Et vous me dites, je peux même pas changer la paire de lunettes de ma fille. Oui, on en est arrivé là. Donc c'est pour ça que nous, on demande en fait d'avoir de l'air au niveau de la trésorerie. C'est ce qu'on demande en premier, parce que on trie les factures, on reçoit des recommandés de la MSA, on n'en peut plus. Et ça n'a pas été accordé cette année blanche. Et ça n'a pas été accordé. Et c'est une action très concrète. Mais que vous le gouvernement auriez aimé continuer le mouvement ? Non, mais on va continuer sur le territoire. Là, Christian a dit qu'on se... Christian Convert. Oui, Christian Convert, le secrétaire général, a dit qu'on attendait des réponses, des actes forts. Mais d'un autre côté, on part de Paris, mais sur les territoires, vous tracassez pas qu'on continue. Mais votre filière du veau sous la mer, vous avez combien dans l'élevage, vous avez combien de bêtes ? Moi, sur mon exploitation, j'ai 110 vaches mères. 110. Bon. Et vous êtes qu'avec votre mari, bien sûr, il n'y a pas de possibilité d'avoir une personne en plus. Mais cette filière-là, selon vous, pourquoi elle est en difficulté, puisqu'a priori c'est une filière d'excellence ? C'est parce que c'est trop cher ? Non, c'est pas parce que c'est trop cher. C'est parce que, de toute façon, nous, c'est une filière d'excellence, d'accord, mais on est en concurrence directe avec le veau industriel. C'est au même titre que le foie gras et le foie gras français est en concurrence directe avec du foie gras d'Ukraine, de Pologne, de n'importe où. Donc ce qu'il faudrait stopper, c'est les exportations, c'est cela. Alors les importations qui viennent polluer un peu nos produits. Évidemment, chacun aura rectifié. C'était importation que je voulais dire et ma langue a fourché. Mais le veau industriel, on ne peut pas le comparer avec votre filière à vous. C'est traditionnel, il y a toujours de la place pour l'excellence, j'imagine, et même dans la filière, dans cette filière du veau sous la mer. Bien sûr, c'est une filière d'excellence, mais déjà, on est très peu nombreux. Donc on n'est pas représentatif, personne ne nous écoute. La filière de veau de lait sous la mer est en train de mourir. C'est une filière d'excellence, je suis d'accord avec vous, mais on est en train de mourir au profit excusez-moi de dire ça, mais de bouffe dégueulasse industrielle. J'entends bien, mais moi j'ai toujours le sentiment qu'on s'en sortira justement en privilégiant l'excellence, qu'il y aura toujours par exemple des restaurants qui achèteront ce que vous faites parce qu'il y a une clientèle entre guillemets pour le luxe. Voilà, non mais vous savez, ce qui est valable, peut-être que je me trompe. Ce qui est valable pour le veau de lait sous la mer, c'est valable aussi pour la viande de bœuf label rouge, tous les labels qu'on nous colle sur le dos, on fait des formations, on a des contraintes supplémentaires pour être labellisé, pour faire de la qualité, et vous voyez que le compte n'y est pas, parce que quelle que soit la filière, on n'y arrive pas, que ce soit dans les volailles labellisées, vous croyez qu'ils s'en sortent mieux ? Mais non, parce que on n'a pas cette protection en fait, on n'a pas cette protection de la production de qualité. J'entends bien. Et c'est pour ça que c'est en difficulté. Mais il y a 10 ans, par exemple, votre exploitation a toujours été dans ce domaine-là, dans cet élevage-là. Et il y a 10 ans, ça allait mieux ? Il y a 10 ans, ça allait mieux. Et pourquoi ça allait mieux il y a 10 ans ? Parce qu'on avait quand même moins de charges également. C'est-à-dire que d'un côté, on est plus soutenu parce qu'on a de plus en plus de traités de libre-échange qui sont signés. Il y en a plus qu'il y a 10 ans. Les traités de libre-échange, là, ils viennent de signer la Nouvelle-Zélande et le Chili en un mois de temps. Là. Et on parle du Mercosur. Le Mercosur, on nous a dit qu'ils allaient accélérer les négociations parce qu'ils veulent le signer avant les élections européennes et la dernière session plénière au Parlement européen est au mois d'avril. Donc, le mois d'avril, c'est demain. À qui vous vendez, vous, votre viande ? Moi, je vends à une coopérative qui, après, vend à Paris, dans les boucheries, partout en France. Et donc dans les boucheries plutôt haut de gamme, disons-le. Oui. Bon, entre le moment où vous vendez et le moment où c'est vendu dans l'assiette, ou plus exactement c'est acheté par le consommateur, qui a gagné de l'argent ? Les intermédiaires. Et nous, encore, en veau de lait sous la mer, on a moins d'intermédiaires, par exemple, que dans une autre filière de bovins. Et c'est les intermédiaires sur lesquels il faut aussi agir. Alors, c'était normalement la loi Egalim qui devait agir là-dessus, mais on voit que c'est complètement inefficace. La loi Egalim, elle ne marche pas, ni la 1, ni la 2, ni la 3. Dorian, vous voulez dire quelque chose peut-être, Dorian ?
franchement, ce matin, on est dépité de chez dépité. On a fait une semaine de blocage pour rien, mais rien du tout. On a que dalle. On voulait le retour des NNI pour les betteraves, on l'a pas. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue parce que maintenant, on est obligé de traiter en plein dans les champs. Enfin, c'est n'importe quoi. On n'a auquune avancée, on n'a rien du tout. Je sais même pas pourquoi le mouvement il s'est arrêté. Mais alors, c'est ça que moi je comprends pas non plus parce que oui, mais tout le monde dit pas la même chose. C'est ça. Quel est l'intérêt du syndicat d'arrêter alors? Quel est son intérêt? Parce que la FNSEA, c'est eux qui dirigent tout. Oui, mais il y a bien un intérêt. Il faut bien quand même. Oui, mais les auditeurs qui nous écoutent, ils comprennent pas. Bah, si, on a eu des petites miettes, vous voyez, on a par exemple le report des jachères d'un an. Donc là, on se retrouve, on avait coupé nos champs pour faire des jachères, maintenant il faut qu'on retrouve une culture pour mettre dedans. Alors, et l'année prochaine, c'est fini. En fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. On a gagné quoi, si, le GNR et encore, ils vont nous mettre une taxe d'ici là. C'est vraiment des lâches. C'est vraiment des lâches, la FNSEA, mais ils sont dégueulasses. Nous, sur le blocage, vous savez ce qu'ils nous ont dit, Monsieur Pro, sur le blocage où on était? Ils ont dit, si vous voyez un gilet jaune, vous le virez. Si vous voyez quelqu'un d'autre que la FNSEA, vous virez. L'ACR, vous virez tout le monde. Mais on a dit, mais attendez, mais c'est quoi ce bazar-là? On est tous unis, faut arrêter. C'est n'importe quoi, mais la FNSEA, mais faut même pas qu'ils rentrent dans ma ferme, parce que là, ils vont se prendre un coup de fusil direct, je vous le dis. Ras-le-bol de ces gens-là, ras-le-bol. Non, mais Dorian, le modérateur... Façon de parler. Façon de parler. Le modérateur que je suis retire ce que vous avez dit pour vous, parce que... Oui, façon de parler, mais bon, il y a plutôt pas intérêt qu'ils rentrent dans la ferme, quoi. Ces gens-là, mais ils valent rien, Bon. Ils sont là que pour les gros industriels, c'est tout, point à la ligne. Bon, écoutez... Là, ils ont gagné des miettes, ils sont contents. Voilà, c'est tout. Bon. Et nous, on marque une pause. On n'a rien. On marque une pause et on referme peut-être ce premier chapitre de l'émission et on va rester encore quelques secondes avec Amélie parce que moi ce que j'aime effectivement dans vos témoignages au-delà des revendications et on les comprend, c'est de connaître votre vie et c'est ça qui nous intéresse aussi bien sûr, de connaître cette vie si particulière. Vous avez pris des vacances cette année, Amélie? Non. Et l'année dernière? En 2022, on est parti une semaine en vacances avec mes 3 enfants. Et en 2023, c'est prévu? Alors, en 2023, on n'en a pas pris. En 2024, je veux dire, c'est prévu, on est en 2024. 2024, on partira peut-être une semaine à la Toussaint, comme on faisait depuis 5 ou 6 ans. Et juillet-août, vous partez jamais? Ah non, jamais. Il est 11h27, la pause.